Merci de votre présence pour cette 4e masterclass de la 4e édition, dans la 4e dimension, non ça c'est une blague, des masterclass du Sophia AI Week 2021. Donc, donc ce matin, on a une masterclass dite de territoire avec le département des Alpes-Maritimes, suivi de la masterclass d'un grand groupe Thales Alenia Space, suivi de la masterclass académique avec le 3IA Côte d'Azur, entre autres. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir donc la jeune entreprise innovante Videtix qui joue un peu à domicile, hein, puisque en tant qu'incubateur PACAEST, vous nous avez fait le bonheur de partager les locaux ici à la Maison de l'Intelligence Artificielle pendant plusieurs semaines. Et maintenant, vous allez continuer votre croissance. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et grand merci d'avoir accepté de faire cette masterclass. Donc, Maison de l'Intelligence Artificielle, hein, c'est écrit pour découvrir, comprendre et expérimenter les intelligences artificielles. Et ces masterclass, c'est précisément pour expérimenter. Donc, grand merci d'avoir accepté de relever ce challenge et à vous, ici présents, d'avoir répondu justement à cette invitation. Donc, ces 2 heures, ce sont les vôtres. Je vous souhaite le meilleur et ben, c'est à vous. Le PowerPoint qui se projette. Ok. Vas-y, c'est quoi? Bonjour à tous, donc, je suis Caroline Crouzet. Je suis en charge du marketing et de la communication pour Videtix et donc je vais vous présenter notre société. Donc Videtix, la société a été créée en 2019 à Sophia Antipolis par 4 cofondateurs. Donc c'est une entreprise qui est 100% française. Et donc les 4 cofondateurs, on a d'abord un expert métier dans le milieu de la sécurité. Ensuite, on a un expert dans tout ce qui est architecture de logiciels et donc associé à 2 experts en IA qui sont vraiment spécialisés dans la notion de deep learning. Et grâce à leurs différentes compétences, ils ont pu créer donc le produit qui s'appelle Videtix Perception, qui est un logiciel d'analyse vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Donc le but, c'était réellement de mettre la science au service de l'homme et d'apporter une aide à la décision grâce à ce logiciel-là. Au niveau de l'équipe, actuellement, donc, on est 11. Donc, il y a une personne, donc je suis en charge de la partie marketing et commerciale. On a 4 ingénieurs qui sont dans la partie intelligence artificielle, 4 ingénieurs dans la partie développement et 2 annotateurs. Pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, on a beaucoup de caméras qui sont existantes sur les différents sites, etc. On va récupérer en fait les flux vidéo qu'on a sur les différents sites qu'on veut étudier, quels que soient les types de caméras, et en fait, on va analyser dans nos serveurs les flux grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir créer des détections ou alors des alertes ou alors générer des informations dont la personne a besoin. Ça peut être des statistiques, ça peut être des différents éléments. Grâce à notre logiciel, on va pouvoir faire, c'est un petit peu caché, la détection de personnes humaines, la reconnaissance de posture, la reconnaissance d'attributs, qui est juste derrière, qui est un petit peu caché. Mais également, on va pouvoir différencier l'humain de l'animal, de la végétation. Pour vous donner un cas concret, par exemple, on va avoir une zone qui peut être, par exemple, surveillée pour des besoins de protection. Si les arbres bougent trop souvent, ça va pouvoir faire des fausses alertes dans les systèmes classiques. Nous, on va pouvoir dire, ne lancez pas d'alerte, c'est un arbre. Et enfin, la dernière particularité, c'est la partie des véhicules. On va pouvoir reconnaître les véhicules et les classifier. Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de nos interfaces. Là, par exemple, on a un cas d'analyse de mobilité. Donc, on a l'autoroute qui va être filmée et on va avoir différentes zones. Donc, on va créer, par exemple, dans la zone bleue, une zone pour demander le comptage de véhicules.
Là, on va pouvoir dire, attention, par exemple, il y a un embouteillage. Au centre, on va créer une zone verte en disant, c'est une voie réservée au bus, je ne veux que ce type de véhicule. Et à ce moment-là, on va pouvoir créer des alertes quand ça va être d'autres véhicules qui vont rentrer dans cette zone. Et enfin, la partie à droite, là, on a créé un système de comptage directionnel. Donc, on va pouvoir compter le nombre de véhicules qui vont passer par la zone. Et l'autre système, c'est de pouvoir dire, attention, un véhicule peut être à contresens. Et là, du coup, générer de la sécurité pour cette infrastructure. Dans les cas pratiques, donc on a ce qu'on vient de voir, tout ce qui est compréhension de la mobilité au niveau des villes, des autoroutes, etc. On a également tout ce qui est prévention des cambriolages, puisqu'on va pouvoir affiner les systèmes existants grâce à la différenciation humaine justement sur les différentes zones protégées, mais également tout ce qui est gestion de population dans des événements. Par exemple, on va pouvoir faire de l'estimation de personnes dans une zone et pouvoir, par exemple, gérer les files d'attente ou gérer les événements pour des besoins de sécurité. Enfin, la dernière chose, c'est la partie justement qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est la partie posture. Le fait de comprendre les postures va nous permettre d'être à même d'apporter un soutien dans tout ce qui est protection des travailleurs isolés. Donc, quand la personne va tomber, on va pouvoir lancer une alerte s'il y a une chute. Et la partie protection des personnes âgées. Je vais laisser la parole à Cyril pour la suite de votre exercice. Merci Caroline. Donc, je me présente, je m'appelle Cyril Guillot, je suis ingénieur deep learning à Videtix. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de la reconnaissance de posture humaine dans les différents cas d'application comme vous a présenté Caroline. Donc, ça peut être la détection de chute ou alors la détection d'anomalies. La masterclass d'aujourd'hui, elle est organisée sur Google Colab. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous Colab, mais c'est une plateforme qui va nous permettre d'exécuter du code Python. Donc, si vous n'avez pas un compte Gmail, pour vous connecter à Google Colab, vous pouvez le faire dès maintenant. Ensuite, je vous donnerai un lien vers le notebook qui permet donc de réaliser la masterclass d'aujourd'hui. Donc, la posture classification. Alors, ce collab, je vais vous donner le lien juste après. Déjà, vous pouvez vous connecter, créer votre compte Gmail si vous n'avez pas pour vous connecter à Google Colab. La posture classification, il y a plusieurs manières de détecter si des personnes sont tombées ou si elles sont au sol. L'une des techniques utilisées et que l'on va utiliser aujourd'hui, c'est de diviser le problème en deux morceaux. D'abord, détecter les squelettes depuis une image, puis en fonction des squelettes qu'on a trouvés sur une image, utiliser un modèle de reconnaissance de posture pour classifier la posture de ce squelette. Nous, à Videtix, on a déjà ces modèles-là. On va considérer qu'on a déjà un modèle de pose estimation donc qui permet de récupérer les squelettes depuis une image. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est seulement le second modèle, la posture recognition. On suppose qu'on a déjà obtenu les squelettes préalablement et qu'on veut classifier la posture. Donc les postures, c'est différents types de postures, donc standing, lying down, accroupi, kneeling. Il peut y avoir accroupi, à genoux ou assis par exemple. Donc ça va être ces 5 postures-là qu'on va utiliser aujourd'hui. L'objectif, c'est que vous récupériez les données d'entraînement et de test pour le modèle, puis que vous créez votre propre modèle. Et à la fin de la masterclass, on espère récupérer les meilleurs modèles que vous avez réalisés et les tester directement avec l'une de nos machines embarquées. Donc pour aujourd'hui, ça va être une Jetson Xavier NX. Donc c'est une machine que nous, on utilise sur site pour faire l'inférence. Donc dans cette Jetson, il y a déjà un modèle de pose estimation qui permet de récupérer les squelettes et on va y ajouter vos modèles de classification de posture s'ils sont assez efficaces. On ne pourra pas tous les tester, donc on récupérera les meilleurs d'entre vous, si tant est que tout le monde ait fini le collab aujourd'hui. Donc, je peux directement vous donner le lien de ce collab. Donc, c'est masterclass.videtix.com. Il se trouve qu'apparemment, on a un peu la connexion bloquée si on passe par Chrome ou par Brave. Apparemment, sur Firefox, ça marche. Donc, si vous ne l'avez pas, je vous demande de l'installer pour vous connecter à la masterclass. Et ça vous mène directement
au lien collab. Je remets les liens, pardon, masterclass videtix.com. Donc, pour débuter, donc la première partie de l'exercice, ça va être récupérer les données et étudier les données, les différents types de données qu'on a. Donc, parmi les données, on a des échantillons qui comprennent à la fois une pose, donc le squelette d'une personne, et une posture. La posture qui est associée à cette personne et que nous, on a annoté ou qu'on a acquis, et donc il va falloir faire l'entraînement. Enfin, qu'on va utiliser pour entraîner nos modèles de code estimation. Donc, les premières parties, ça va être essayer d'étudier les données, puis ensuite essayer de visualiser les données, à quoi elles correspondent concrètement, qu'est-ce que c'est les valeurs qu'il y a dans nos données. Et donc là, je vais vous laisser un peu faire tout ça et on reviendra ensemble après, une fois que vous aurez fait la partie data visualization. Donc là, je vous laisse aller jusqu'à data analyse. Je vous laisse faire ça et je vous laisse faire aussi data visualization. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me poser des questions ou au reste de l'équipe. Pas de problème. Et, donc voilà, je reviens vers vous quand vous aurez un peu avancé. Si vous avez des problèmes d'installation, vous pouvez me demander aussi. Est-ce que ton lycée arrive à accéder au... Ah, pardon.
Donc, si certaines personnes ont déjà réussi à commencer ou à ouvrir le Google Colab, mais qui ne connaissent pas forcément, pour exécuter les cellules, vous avez un petit bouton à côté de chaque cellule et vous pouvez l'exécuter. Ça va peut-être vous demander de faire une copie du Colab dans votre Drive. Donc, vous pouvez commencer à exécuter les premières cellules. Pour les 4 premières, il n'y a rien de spécial à savoir. Il suffit juste de lancer les cellules pour importer les librairies qui vont nous être utiles. Et pour la suite, il faut, là aussi, pour l'analyse de données, il faut aussi juste exécuter les cellules pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans les données. Donc là, vous pouvez juste appuyer sur le bouton qui ressemble à un bouton de lecture pour voir ce que contiennent les données. Et après, je vais vous demander de commencer un peu à coder. Donc, c'est du Python dans la partie Data Visualization. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais.
Donc, excusez-moi, je vais vous demander un peu d'attention. Juste pour utiliser notamment les librairies OpenCV pour afficher, pour dessiner les points sur une image, là, je vous montre par exemple, on peut utiliser CV2 Circle ou CV2 Line pour dessiner un point sur une image. Ouais, vous voyez pas forcément là. Alors, pour zoomer. Attends. Et donc, les paramètres de la fonction, par exemple pour CV2 Circle, c'est blank image, donc l'image sur laquelle on veut dessiner. Donc ici, c'est blank image, une image 100 x 100 avec initialisé à 0. Et ensuite, les coordonnées du point qu'on veut dessiner. Donc là, ce qu'on veut dessiner, c'est l'ensemble des coordonnées d'un squelette d'une personne. Et on peut les avoir avec la variable point. Donc, il suffit d'itérer sur les points et de dessiner sur l'image aux coordonnées de chacun des points. Parmi les paramètres à utiliser, donc là, on a un tuple qui permet de... On a besoin de mettre un tuple qui correspond à la coordonnée du point. Et donc là, on a d'autres paramètres comme la largeur du point, la couleur du point et d'autres paramètres qui sont optionnels. Mais déjà, on peut déjà essayer de mettre cela, essayer de tracer au moins un point et après essayer de tracer les autres points en parcourant la variable point qui contient donc tous les points si vous avez lu la partie préalable. Donc, je vais le faire aussi avec vous. Par exemple, il faut que je le fasse.
Votre attention, s'il vous plaît. On va avancer un petit peu. Pour la visualisation de données, je vais vous demander au moins d'essayer de faire essayer de récupérer là pour dessiner les squelettes, en tout cas au moins les points. Ensuite, on peut éventuellement aussi dessiner les liaisons entre les points. Donc là, je vous montre directement le code. Vous n'êtes pas obligé de tout recopier, mais au moins la partie avec les joints pour avoir au moins une partie de la visualisation. Donc là, si on regarde une des données pour la catégorie staging, la personne est debout, on peut voir qu'il manque certains points. Donc ça, c'est dû donc ça peut être dû à l'occlusion, par exemple. On a des données où il y avait, par exemple, il peut y avoir un meuble, quelque chose devant la personne. Dans ce cas-là, on n'a pas pu la noter, on n'a pas pu dire ici il y a son genou, ici il y a son pied. Donc, on a des données avec des informations manquantes, avec des points manquants. Et c'est pas grave parce qu'on peut quand même essayer de faire de la classification de posture, même avec des données, une partie des données manquantes en tout cas. Euh, donc, je vous laisse au moins recopier la partie pour visualiser les points, si vous ne l'avez pas encore fait. Et après, on va s'attaquer donc à l'augmentation de données. Donc, j'en reparlerai un petit peu après.
Donc, on va un peu continuer sur la prochaine partie. Donc là, maintenant qu'on sait à peu près à quoi représentent nos données, les données qu'on possède, ce qu'on va essayer de faire donc, pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, une des choses qu'on peut faire, c'est essayer d'augmenter les données. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a un certain nombre de données, par exemple des squelettes, et associés, on a leur posture, comme vous avez pu voir. Euh, le problème, c'est qu'on est toujours en manque de données et on n'a jamais assez de données qui représentent entièrement les domaines réels. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer artificiellement de nouvelles données. Comment on peut faire ça? Par exemple, si vous prenez dans vos données que vous avez une pose debout, euh, ce qu'on pourrait rencontrer dans la vie réelle, ça serait la même pose debout, mais inversée, donc flippée sur un des axes. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est artificiellement dire, on va inverser les valeurs des points symétriques, et on va entraîner le modèle avec cette donnée en plus qui est complètement artificielle, mais qui au final pourrait être rencontrée dans un cas réel. Un autre type d'augmentation qu'on pourrait faire, c'est vibrer un peu les points. On peut se dire que suivant les personnes qu'on va rencontrer, la position des points ne sera pas forcément exactement celle-ci. On peut essayer de faire vibrer indépendamment chaque point. Sur notre squelette de base, quand on fait vibrer légèrement les points, on se retrouve avec un squelette qui est relativement proche et on n'a pas changé le type de posture. On est toujours sur standing. On n'a pas augmenté assez, on n'a pas fait assez de vibrations pour dire que la personne elle est assise ou couchée. C'est un squelette qu'on pourrait totalement rencontrer en cas réel. Donc ça, c'est différents types d'augmentation qu'on peut faire. Par exemple, là, j'ai rajouté aussi qu'on pourrait imaginer d'enlever certains points complètement. On peut dire qu'ils ont été cachés, ou il y avait quelque chose devant, où la personne était retournée et certains points étaient cachés. Donc, on peut faire ce type d'augmentation aussi pour avoir plus de données. Donc là, dans cette partie, la partie suivante, c'est ce que je vous propose, c'est créer vos propres augmentations. Donc, euh, enfin, vos propres augmentations. Vous pouvez essayer de faire celle-ci, c'est surtout ça que je recommande. Et éventuellement, si vous avez des idées, juste de me dire ce que vous pensez qui est utile, qui pourrait être utile comme augmentation. Je ne sais pas, peut-être que vous allez nous aider. Et donc, par rapport à ce que vous avez à faire, donc la première cellule, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à modifier, il n'y a même pas besoin de la regarder. Elle nous permet de faire une normalisation de vos squelettes avant d'être inférée dans notre modèle. Donc, elle va être utilisée par la suite, mais vous n'allez pas y toucher. Par contre, la seconde cellule, c'est une fonction qui s'appelle augment pose. Elle prend un paramètre, une des poses du dataset, et copie les points. Et en fait, avec ces points-là, je vous demande de faire une des augmentations. Par exemple, inverser les points qui sont symétriques ou faire un flipping, faire des vibrations sur les points. Et après, la méthode va retourner cette augmentation-là qui pourra être utilisée par la suite. Donc voilà, je vous laisse un peu lire le début de la partie data augmentation. Et si vous avez des questions, vous pouvez me dire.
Concernant les augmentations, je vois que pas mal d'entre vous ont réussi à bien avancer. J'ai eu ouais, pas mal de personnes ont fait la vibration et le flip. Donc là, je vais vous montrer par exemple comment on aurait pu le faire. Et des pièges qu'il fallait éviter, notamment sur le flip. Donc ici, les pauses, elles étaient, c'est des valeurs, les coordonnées des points des pauses sont des valeurs entre 0 et 1. Donc là, ce qu'on pourrait penser, c'est les points qui sont sur X. On peut faire 1 moins la valeur et on peut éventuellement flip la coordonnée, sachant qu'on peut voir que les pauses sont centrées, euh, euh, dans l'espace 0,1. Donc si on fait 1 moins X, ça, on va avoir des résultats qui semblent cohérents. On va avoir la pause qui a flip. Le problème, c'est que on a flip la coordonnée, mais on n'a pas flip son emplacement dans la liste de points. C'est-à-dire que si on fait juste 1 moins X sur un genou, sur par exemple un coude gauche, ok, on va changer sa coordonnée, mais on ne va pas dire qu'il est devenu le coude droit. Donc en fait, c'était ça le petit truc à ne pas se tromper, c'était qu'il faut aussi inverser les valeurs dans la liste des points, en plus d'inverser leurs coordonnées. Donc ça, il fallait le faire seulement sur les points qui étaient symétriques. Donc par exemple, donc, tous les points sauf la tête et le cou. Donc vous pouviez vous référer notamment à la liste des points au début, regarder lesquels étaient symétriques et faire éventuellement une liste de symétrie. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, j'ai listé l'ensemble des symétries. Donc tous les points sont symétriques, sauf la tête et le cou qui est 0 et 1. Et ensuite, on peut parcourir pour chaque point. Si le point est un point qui a bien été détecté, donc s'il est différent de moins 1, on peut faire la symétrie. Donc là, oui, je parcourais l'ensemble des symétries. Je récupérais les points, les valeurs des points. Je vérifie bien qu'ils avaient été détectés en vérifiant qu'il fallait moins 1. Et je faisais 1 moins la valeur. Et je n'oubliais pas de changer leur emplacement dans la liste des points. Et pour la vibration, ben, là, on peut faire plusieurs types de vibrations. Donc certains m'ont dit c'est possible aussi de faire des vibrations plus intenses sur certains points que d'autres, parce que certains points sont plus susceptibles que d'autres d'être déplacés, notamment sur les extrémités par exemple. Donc ça, c'était une bonne chose. Donc là, vous pouviez utiliser un random pour faire des petites vibrations. Aussi, ce qu'on pouvait faire, c'était par rapport à faire une vibration qui dépend aussi de l'axe. Donc en fait, si la pose elle est plutôt en hauteur comme une pose standing, on va faire on va peut-être essayer de faire un plus grand déplacement sur l'axe des Y que sur l'axe des X. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais on peut le faire aussi. Donc là, c'est pour la partie augmentation. Après, on peut en rajouter. Là, j'ai fait que ces deux-là ici. On peut en rajouter d'autres. Donc supprimer des points. Faire attention aux rotations des poses, car le but, c'est quand même de conserver la posture. Donc si on fait une rotation, on n'est plus forcément sur du debout. Par exemple, si celle-là, je fais une rotation à 90 degrés de cette pose, même pire à 180 degrés, on n'est plus sur du debout. Donc éventuellement, on peut faire des rotations, mais très légères, peut-être plus ou moins 5 degrés. Il faut savoir mesurer ça. Des basculements, oui. Donc, oui, basculement, oui, c'est pour ça, avec un angle plutôt faible. Aussi, vous pouvez mettre une probabilité sur le fait de flip ou pas une pause. Donc là, ça ne va pas forcément le flip à chaque fois. Donc là, j'ai mis une chance sur 2 de flip ou pas. Et là, on peut voir, donc là, il y a une très légère vibration sur l'ensemble des points. Donc voilà, pour les augmentations possibles. Donc là, pour la suite, donc on avait prévu peut-être je vais vous parler un peu de la suite, et vu qu'on n'aura pas forcément le temps pour finir, à la fin, je vais vous montrer un des modèles que quelqu'un a déjà fait pour vous montrer les résultats. Donc, je vais parler directement de la suite et après, je vous montre la donc, dans la suite, qu'est-ce qu'on devait faire? Je ne vais pas vous montrer exactement la solution, je vous laisse faire la suite si ça vous intéresse, si vous voulez tester et aller plus loin. Donc,
Donc, première chose à faire, on doit, une fois qu'on a nos données, on a la possibilité d'augmenter nos données, on doit créer donc un dataset qui est équilibré, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une surreprésentation de certaines postures. Par exemple, nous, dans ce dataset-là, il y avait peut-être certaines postures qui étaient beaucoup plus présentes que d'autres, comme debout, qui sont plus faciles à obtenir au cas réel. Donc, première chose à faire, c'est équilibrer les données. Ensuite, il faut savoir préparer le dataset, deux datasets, un dataset d'entraînement et un dataset pour le test. En fait, on ne peut pas tester notre modèle sur des données avec lesquelles on l'a entraîné. Donc, ce qu'on fait habituellement, on prend 80% des datas qui vont aller dans le train, dans les données d'entraînement, et 20% restantes dans les données de test. Donc là, c'est ce que je demandais de faire pour la partie dataset. Et ensuite de modéliser le dataset avec la classe PyTorch dataset pour pouvoir l'utiliser ensuite dans un environnement PyTorch. PyTorch, c'est une librairie qui nous permet notamment de faire des entraînements de modèles sur lesquels on peut entraîner, on peut tester. Nous, c'est ce qu'on a utilisé dans ce collab-là. Donc ensuite, on crée un data loader. Le data loader, il permet de récupérer les données dans le dataset par batch, ce qu'on appelle un batch. Donc, c'est un ensemble de données du dataset. Le modèle va pouvoir inférer par batch, c'est-à-dire qu'il va pouvoir voir plusieurs données en même temps. C'est notamment intéressant quand, par exemple, sur une image, on a plusieurs postures et qu'on veut faire une inférence en temps réel. Si on peut faire l'inférence du modèle sur toutes les postures de l'image en même temps pour dire celui-là, cette personne-là est assise, celle-là, elle est debout, on y gagne fortement. Donc, le train loader et les data loaders vont permettre notamment de récupérer les données par batch et ensuite les inférer dans le modèle. Donc ça, cette partie, je ne demandais pas de la faire, elle était déjà faite. Partie un peu délicate, donc création du modèle, création de son architecture. Donc un modèle d'intelligence artificielle. Généralement, c'est un modèle deep, donc on a une succession de couches, de layers. Et là, je demandais notamment de créer les couches, puis de faire l'inférence entre les différentes couches. Donc ça, c'était la partie modèle. Pour l'entraînement, il y a plusieurs paramètres à choisir pour l'entraînement d'un modèle. Donc, on a par exemple l'optimizer. C'est un algorithme qui va nous dire la manière de minimiser le coût de l'erreur du modèle. Qu'est-ce que le coût de l'erreur du modèle? Par exemple, c'est l'objectif qu'on veut atteindre pour un modèle. Notre modèle, il prend en entrée une pose, et en sortie, on espère obtenir une posture. Le problème, c'est qu'au début, quand il n'aura pas encore vu beaucoup de données, il va nous donner, notamment, il peut nous donner des mauvaises réponses. Donc, pour une posture debout, et en fait, il va nous dire, bah, celle-là, elle est assise. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. Et le coût d'erreur, donc, c'est la fonction coût, va nous dire à quel point il s'est trompé. Et c'est cette fonction-là qu'on va essayer de minimiser. Donc là, il faut choisir le critérium, donc la fonction coût. Donc, il y avait cette partie-là. Et après, il fallait entraîner le modèle et récupérer le modèle. Donc là, je vous laisserai faire éventuellement si vous arrivez à aller jusqu'au bout. Et après un certain nombre d'époques, enfin un certain temps d'entraînement, vous pouvez récupérer le modèle et le tester directement donc, sur notre machine. Donc là, j'ai installé une machine donc, que je vous ai présentée au début, la Jetson Xavier NX, qui permet notamment de faire cette inférence. Donc, je vais vous laisser un petit peu encore regarder la suite du document. Et après, je vais vous faire une démonstration de ce qu'on peut essayer d'atteindre donc avec ce document, avec ce code. Je vous laisse encore un peu regarder.
c'est ça. Donc, à l'intérieur de la Jetson, on a déjà un modèle qui permet de récupérer les squelettes depuis une image. C'est ce que j'ai dit au début. En fait, on a déjà un modèle qui récupère les squelettes. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est essayer de, depuis le squelette, essayer de récupérer la posture. Donc, sur la machine, on a déjà le modèle qui permet de récupérer les squelettes. Et là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment faire la deuxième partie qui permet, depuis le squelette, à récupérer les postures. Donc oui, c'est déjà sur la machine.
Est-ce que j'ai tout le monde? On est bon. Donc là, on va vous montrer un peu l'un des modèles, un des modèles que vous auriez pu entraîner, ce qu'il peut donner dans le cas réel. On va faire certains tests. Donc là, je vais demander à Alan déjà de se positionner. Voilà, on est bien. Est-ce que tu veux reculer un peu parce qu'on est hors champ? Voilà, super. Là, c'est un des modèles qui a été entraîné pour ce collab-là. Donc là, on peut voir qu'on a debout, s'il met peut-être. Donc là, en plus de ça, on pouvait détecter les mains qui étaient en l'air ou s'il y a un bras en l'air ou deux bras en l'air. Donc c'est droite ou gauche. Voilà, main en l'air. Donc on avait des postures. En posture, on avait assis, debout, à genoux. Donc là, accroupi. Donc celui-là fonctionne. Donc tous ne fonctionnent pas forcément. Donc ça dépend aussi de comment les gens ont organisé les données, les datas qu'ils ont voulu utiliser, les augmentations qu'ils ont faites. Voilà. Donc là, par exemple, on a quand même debout, même s'il s'est mis à genoux. Donc ça pourrait notamment être dû au fait que si on a des squelettes qui sont cachés, donc une personne à genoux, on ne détecte pas les pieds, ce qui revient au même squelette qu'une personne auquel on a caché l'avant des pieds. Donc, en fait, il y a certains squelettes où on ne peut pas différencier la posture. Dans le cas, par exemple, de assis et à genoux, s'il manque juste les pieds, on ne peut pas forcément espérer que le modèle apprenne ça. Donc ensuite, donc là, ça dépend des données qui ont été utilisées. Ouais. Donc là, c'est un des modèles qui a été fait. Donc là, il y a un peu tout qui est mélangé. Essaye de t'asseoir sur. Ok. Donc là, on a du ATI. Donc vous voyez, ça peut être certaines positions sont plutôt stables alors que d'autres pas du tout. Donc ça dépend vraiment des données qu'on a utilisées. Éventuellement aussi l'angle de vue dans lequel les squelettes ont été pris. Donc il y a des angles de vue qui peuvent être plus compliqués que d'autres. Donc là, on est assis. On a aussi, qu'est-ce qu'on avait? On avait couché. On va aller jusqu'au bout. Voilà, allongé. Là, on voit qu'on a des problèmes de détection du squelette. Ça peut notamment flancher la détection, mais sinon, on a dû allonger. Donc voilà, là, on a coupé à la turque. C'est compliqué. Là. Ah ouais, on voit un bon détecteur. Donc là, voilà, on a différents types de postures qui peuvent être détectés. Donc là, ça, c'était le modèle qui a été un des modèles qui a été entraîné depuis ce collab avec ces données-là, qui nécessiterait éventuellement, sûrement, plus de données, des meilleures augmentations, notamment au niveau des données qui ont été récupérées pour cette masterclass. Donc, elles ont été récupérées sur un seul point de vue. Il faudrait éventuellement essayer de récupérer des squelettes sur plusieurs points de vue, différentes hauteurs. Aussi sur des personnes de corpulence différentes, donc peut-être des enfants, des adultes, avoir un maximum de diversité dans les données. Oui, on peut voir que c'est pas vraiment là, on détecte, je sais pas trop bien. On est dans le fond. Oui, c'est bien. Donc voilà, donc on peut notamment nous servir si la personne, on détecte une personne allongée, on peut éventuellement dire qu'il y a peut-être une chute, par exemple, la personne est en situation de besoin, donc là, dans ce cas-là, on peut peut-être faire des notifications, envoyer des renforts peut-être pour cette personne-là. Après, ça dépend vraiment du cas pratique, donc ça peut être dans des hôpitaux, ça peut être dans des zones d'industrialisation, on peut avoir des chutes de personnes, ou alors peut-être dans des zones plus urbaines, donc peut-être dans des gares par exemple,
On peut avoir, détecter s'il y a des comportements dangereux ou des comportements inhabituels grâce aux postures. Après, il faudrait aussi éventuellement essayer d'utiliser ces informations-là avec d'autres techniques d'intelligence artificielle pour avoir une compréhension des scènes la plus optimale possible. Donc là, c'était une petite ébauche pour vous montrer qu'est-ce qui était possible de faire, les limites qu'on pouvait rencontrer dans ces cas-là, parce que c'est difficile de travailler uniquement avec les squelettes, notamment car il y a des squelettes. Des fois, on peut avoir pour une même posture, pour deux postures différentes, pardon, on peut avoir le même type de squelette. Notamment parce que les squelettes ici sont uniquement représentés par des coordonnées 2D pour cette masterclass. On peut éventuellement essayer de représenter, de récupérer un modèle qui fait l'estimation de squelettes, mais en 3 dimensions, par exemple. Dans ce cas-là, on aurait des squelettes plus précis et qui seraient plus difficiles à confondre pour une même posture. Donc voilà. Je pense qu'on est bon. Oui, si tu as des questions. On fait des squelettes des chiens et des chats. Pas encore. Non, en fait, ce qu'on fait surtout, ce qui nous est demandé, c'est que par exemple, on travaille dans des villas privées, où là, en fait, il y a beaucoup de fausses détections, parce qu'il y a les chiens et les chats qui déclenchent en permanence. Et nous, en fait, on apprend à nos algos de détecter une personne et non pas un chien. Donc, en fait, on lui apprend que le chien, ce n'est pas une personne. On raisonne plutôt dans ce sens-là que de dire ça, c'est une personne, ça, c'est un chien, et on veut déclencher que sur les personnes. Pour nous, un chien n'est pas une personne, et c'est ça qu'on apprend à notre algo. Pareil, c'est pas une personne, ça n'a pas la même forme. Si vous avez d'autres questions, peut-être? Ok. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à la